Bonjour, bienvenue une semaine de Sguardo avec Maître Jacques-Louis Colombani. Bonjour. Bonjour Maria. On va parler du statut d'autonomie, puisqu'on en parle beaucoup. Il On va, parle. il va arriver devant l'Assemblée nationale et au Sénat normalement ensuite. Mais vous avez déjà beaucoup travaillé il y a de nombreuses années de ça, et notamment lors du statut Joxe, dans votre mémoire. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur cette question-là. Et aujourd'hui, ce travail, il revient sur le devant de la scène. Alors quel regard vous portez sur ce qui arrive aujourd'hui ? Euh, c'est vraiment aujourd'hui troublant intellectuellement de revenir sur cet écrit qui, à l'époque, a obtenu le premier prix de la faculté de droit de Sceaux, qui était supervisé par le professeur François Thibault, qui est toujours aussi curieuse intellectuellement et qui récemment m'a fait une délicieuse préface en disant que j'étais une espèce de jardinier dans la mesure où je récolte les fruits de ce qu'elle a semé dans nos esprits, dans son cours de liberté publique à l'époque. Et ce travail qui était un peu marginal à l'université, en 89, qui était encadré par mon ami Favero, il avait une réception universitaire, bien que marginale, il avait une réception universitaire intéressante, puisqu'il est toujours cité dans l'ouvrage Comprendre la Corse de Jean-Louis Andriagne, qui est un ouvrage de référence. Le premier prix de la faculté Jean Monnet de Sceaux a été remis par le doyen Robert, Jacques Robert, qui à l'époque était le président du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, je me dis, avec ce projet-là dont on parle beaucoup, que je n'ai jamais travaillé véritablement sur le problème corse, avec des guillemets. J'ai travaillé plus sur la manière dont la République, pas la France. Pas l'État. Non, la République, pas la France. La France, si on la prend avec son histoire, on prend aussi l'Ancien Régime, c'est-à-dire la monarchie absolue, la République. Traite ses périphéries, et notamment historiques, culturelles, et ses périphéries humaines. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que la Corse a énormément progressé sous l'influence collective des partis, des militants issus du réacquiste, des insulaires aussi, à l'époque, de l'ensemble des forces. Et après des années que je qualifierais à la fois d'errance, parce que je ne voudrais pas revoir des automitrailleuses dans l'Ajaccio ou des hélicoptères qui balancent des grenades au chlore, mais des années aussi d'éclosion. Parce qu'on parlait à l'époque avec passion de l'université, on parlait de l'Office des transports, on parlait de la continuité territoriale, on parlait du retour des jeunes du réacquiste et de la fac de Nice en particulier en Corse, on parlait des infrastructures, on parlait de la pêche, des différentes filières, du mulet, de la rascasse, de tout ça. On voyait émerger un syndicalisme avec le STC, puis le syndicat des pêcheurs. Tout ça, c'était des années d'éclosion, un petit peu sortie d'une espèce de cocon. Donc c'était à la fois très violent et très fascinant à voir, parce qu'on était au milieu du bouillonnement, là. Mais en 2026, j'allais dire, la Corse, ce n'est plus celle des années 90, et encore moins celle des années 70. Force est de le reconnaître. Nous avons une CTC, la collectivité de Corse. Nous avons une montée du niveau de formation avec une université à Corté qui rayonne dans le monde entier. On a des campus de haute technologie qui eux aussi sont à la pointe de tout ce qui peut se faire d'intelligent. L'Office des transports est devenu ce que nous savons. On a une ouverture économique fabuleuse. C'est vrai que la première des matières premières, je l'ai entendu d'un entrepreneur il y a quelques années, ça, je n'avais pas tout à fait de suite percuté, mais c'est vrai qu'un coucher de soleil, avec un point de vue magnifique, par exemple à Cap-Roche, c'est une richesse. Et donc ça doit se payer.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre du béton sur les calanques de Piane partout pour que tout le monde voit, comme en façade sur les bords de mer, sur la côte belge, que tout le monde voit la mer comme ça. Ça doit rester rare si on veut valoriser les choses. Les Corses, aujourd'hui, pour moi, ils n'ont plus vraiment besoin d'armes. C'est un peu comme dans la chanson... voilà, et on a des ouvriers, on a des artisans d'art, on a des métiers de la Chambre des métiers que j'ai découvert, moi, avec bonheur. On a des nombreux métiers, des gens qui travaillent. On a des intellectuels, on a des ingénieurs qui créent des entreprises à haute valeur ajoutée. On a des juristes, on a des philosophes, on a des artistes, on a des économistes, on a des universitaires. On a des entrepreneurs, on a des institutions qui sont très très dynamiques. Donc la Corse a formidablement progressé de ce point de vue-là par rapport au constat des années 70, 90. Il y a eu un travail qu'il faut saluer parce qu'on ne peut pas dire que tout va mal. Merci beaucoup Jacques-Louis Colombani. On va vous retrouver tout à l'heure après le journal de 8h15. On verra votre sentiment justement à propos de ce statut d'autonomie et de l'exposé des motifs. On sent que vous n'êtes pas très en phase avec tout ça. Donc on va découvrir tout ça tout à l'heure après le journal de 8h15. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons Maître Jacques-Louis Colombani, bonjour. Bonjour Marie. On parle de ce statut d'autonomie, on parle de ce projet, donc un certain nombre de constats qui ont été faits ce matin et puis pas très en phase en fait avec l'exposé des motifs de ce futur projet d'autonomie, de ce futur statut. Pourquoi ? Comment dire, c'est pas que je suis pas en phase, j'ai pas à être en phase ou pas en phase d'ailleurs, parce que je suis un citoyen ordinaire, pas un constitutionnaliste, je suis un juriste, j'allais dire, ordinaire. Mais pour moi, enfin, à l'école, comme j'ai appris les choses, à l'université, les mots ont un sens et les bases sur lesquelles on monte un édifice, elles doivent être bien de niveau et bien d'aplomb. On doit s'appuyer sur des notions, des concepts précis, et on doit, quand on modifie la Constitution, donner des prétextes qui s'appuient sur une réalité sociologique pertinente. Voilà, donc, moi, quand je lis que même implicitement, on va donner plus d'autonomie parce qu'on craint des violences après l'assassinat d'Yvan Colonne, je trouve que c'est, allez, à tout le moins maladroit. Parce que... La réponse ne correspond pas à la question. C'est-à-dire une constitution qui doit apparaître qui serait modifiée sous la pression d'une peur, ça serait pas sain pour moi, en fait. Surtout aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes plus, et Dieu merci, dans les niveaux... que l'antagonisme entre la périphérie et le centre ont connu dans ces années 70 et 80. On n'est plus au temps de l'ANC où Pierre Podiol et les autres appelaient à la reconnaissance du peuple corse dans la Constitution. On a su créer des façons de communiquer avec l'État. Hein. La Corse, à mon avis, elle mérite mieux qu'une constitution qui serait rédigée sous le coup de l'émotion ou de l'inquiétude sécuritaire. Voilà. C'est bon les tartes à la crème, mais il y a un moment donné, c'est roboratif, quoi. Ça peut couper l'envie de manger du dessert. Hein. Il y a peut-être d'autres prétextes. Et s'agissant d'Yvan Colonne, à moi, la question, elle reste entière. Et puis, c'est pas nouveau que les associations de solidarité appellent au secours sur les conditions de détention des prisonniers politiques. À l'époque, on disait en danger de mort pour Cédric Courbet, Xavier Tchécal, et on n'oublie pas les grèves de la faim. Et on disait danger de mort. Donc Yvan Colonne, la question essentielle, elle reste entière. Comment un homme détenu, confié, pour exécuter sa peine dont il a fait appel dans une prison des plus sécurisées de la République,
se retrouve livré à un monsieur qui rendra peut-être des comptes, peut-être pas, au procès que je suivrai avec grande attention. Mais comment il a pu être livré à cet homme dans les conditions où ça s'est passé? Le procès, j'espère, le dira. Et la Corse, elle a besoin de vérité sur ça. Elle a besoin de justice. Enfin, l'opinion a besoin de ça. Mais c'est pas ça qui doit servir de fondement direct ou indirect à la modification de la Constitution. Et c'est ce qui m'interpelle, on va dire, dans la présentation, dans ce que j'ai pu lire sur le sujet, la façon d'amener les choses. Et puis l'autre question qu'on pourrait être amené à se poser aussi, c'est pourquoi Yvan Colonne a été dans cette prison-là, alors qu'il avait tous les droits, toute la justice pour rentrer en Corse. À Borg. Ah bon. Ah oui, mais moi, là, par contre, je n'ai pas de connexion avec les instances qui décident de ces choses-là. J'ai aucun accès au dossier et aucun moyen de commenter au-delà de ce que les associations de défense réclament depuis qu'elles existent, en fait. C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. C'est compliqué pour les familles, on peut entendre. Déjà, c'est compliqué pour les familles d'étudiants. C'est compliqué pour les jeunes qui ont des parents vieux en Corse de venir à leur chevet, parce que c'est compliqué. Mais alors, vous imaginez, pour des gens qui vivent en détention, enfin, voilà. L'État devrait peut-être ouvrir aussi les yeux. Mais encore une fois, on est loin du débat sur la réforme sur l'autonomie de la Corse. C'est un autre sujet pour moi. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger en même temps, ça a des limites. Merci beaucoup, Jacques-Luc Colombani. À demain. Bonjour, bienvenue. On parle de cette loi organique du futur statut d'autonomie en compagnie de maître Jacques-Louis Colombani. Bonjour. Bonjour, Marie. Alors, une délibération de l'Assemblée de Corse du mois de juillet, c'est celle qui va servir de base au débat. Une visite d'Emmanuel Macron également devant cette même Assemblée de Corse. On a balayé le terme de peuple corse. On y a préféré le terme de communauté. Alors, communauté avec plusieurs points en commun. Ce terme de communauté, aujourd'hui, il vous gêne. Pourquoi ? Il ne me gêne pas. Chacun a le droit de revendiquer son appartenance à une communauté. C'est un peu la mode, d'ailleurs, le wokisme. C'est la superposition des communautés. Mais encore une fois, ce que je disais hier, si on doit construire une maison, on doit la construire sur des bases d'équerre et de niveau. C'est l'histoire des trois petits cochons et de la maison en paille, la maison en dur ou la maison bancale. Peuple, nation, ce sont des notions juridiques et politiques. Communauté, en revanche, c'est une notion plus sociologique, qui ressort du registre de la sociologie. On voudrait bâtir une pierre angulaire juridique de portée constitutionnelle en utilisant une terminologie à tout le moins floue, du moins sortie du lexique sociologique. Alors, moi, encore une fois, j'ai un esprit pragmatique. Quitte à ne pas reconnaître ni peuple ni nation, pourquoi employer un terme flou, finalement, qui pourrait installer un trouble, mal comprendre les choses. Comment ? Je veux dire, en étant, allez, pour mettre des guillemets, un peu pour la magagne, affectueusement, on pourrait rêver que nous, autres Ajacciens, on rêve de devenir autonomes par rapport à la CTC, après tout. Et puis, comme dans les voyages de Gulliver, de Swift, on se retrouverait avec des micro-communautés dans la micro-communauté, comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres, qui voudraient toutes être autonomes les unes des autres. Sérieusement, je trouve qu'envisager une communauté juridiquement définie, ça deviendrait pas très simple, en fait. Donc, même si je suis persuadé que l'Ajaccien fait partie, au sens large, d'une communauté humaine, culturelle, j'allais dire, et linguistique. C'est comme dans la chanson de Renaud. Ajaccio possède sa langue et sa culture. Mais le droit doit rester, à mon avis, précis. Donc, sinon, demain, pourquoi pas la communauté des Parisiens du 14e arrondissement
Donc, quitte à rien reconnaître de nation ou de peuple, autant dire, en raison de son histoire et de ses spécificités, la Corse mérite une décentralisation renforcée. Ça serait sobre, juridiquement clair et probablement aussi efficace. Merci beaucoup Jacques-Louis. On se retrouve tout à l'heure après le journal de 8h15. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue une semaine de Sguardo avec maître Jacques-Louis Colombani. Bonjour. Bonjour Maria. On va parler donc du statut d'autonomie, puisqu'on en parle beaucoup. Il va arriver devant l'Assemblée nationale et au Sénat normalement ensuite. Mais vous avez déjà beaucoup travaillé il y a de nombreuses années de ça, et notamment lors du statut Joxe, dans votre mémoire. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur cette question-là. Et aujourd'hui, ce travail, il revient sur le devant de la scène. Alors quel regard vous portez sur ce qui arrive aujourd'hui ? C'est vraiment aujourd'hui troublant intellectuellement de revenir sur cet écrit qui, à l'époque, a obtenu le premier prix de la faculté de droit de Sceaux, qui était supervisé par le professeur François Thibault, qui est toujours aussi curieuse intellectuellement et qui récemment m'a fait une délicieuse préface en disant que j'étais une espèce de jardinier dans la mesure où je récolte les fruits de ce qu'elle a semé dans nos esprits, dans son cours de liberté publique à l'époque. Et ce travail qui était un peu marginal à l'université, en 89, qui était encadré par mon ami Favero, il avait une réception universitaire, bien que marginale, il avait une réception universitaire intéressante, puisqu'il est toujours cité dans l'ouvrage « Comprendre la Corse » de Jean-Louis Andriagne, qui est un ouvrage de référence. Le premier prix de la faculté Jean Monnet de Sceaux a été remis par le doyen Jacques Robert, qui à l'époque était le président du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, je me dis, avec ce projet-là dont on parle beaucoup, que je n'ai jamais travaillé véritablement sur le problème corse, avec des guillemets. J'ai travaillé plus sur la manière dont la République, pas la France. Pas l'État. Non, la République, pas la France. La France, si on la prend avec son histoire, on prend aussi l'Ancien Régime, c'est-à-dire la monarchie absolue, la République, traite ses périphéries, et notamment historiques, culturelles, et ses périphéries humaines. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que la Corse a énormément progressé sous l'influence collective des partis, des militants issus du réacquistre, des insulaires aussi, à l'époque, de l'ensemble des forces, et après des années que je qualifierais à la fois d'errance, parce que je ne voudrais pas revoir des automitrailleuses dans l'Ajaccio ou des hélicoptères qui balancent des grenades au chlore, mais des années aussi d'éclosion. Parce qu'on parlait à l'époque avec passion de l'université, on parlait de l'office des transports, on parlait de la continuité territoriale, on parlait du retour des jeunes du réacquiste et de la fac de Nice en particulier en Corse, on parlait des infrastructures, on parlait de la pêche, des différentes filières, du mulet, de la rascasse, de tout ça. On voyait émerger un syndicalisme avec le STC, puis le syndicat des pêcheurs. Tout ça, c'était des années d'éclosion, un petit peu sortie d'une espèce de cocon. Donc c'était à la fois très violent et très fascinant à voir, parce qu'on était au milieu du bouillonnement, là. Mais en 2026, j'allais dire, la Corse, ce n'est plus celle des années 90, et encore moins celle des années 70. Force est de le reconnaître. Nous avons une CTC, la collectivité de Corse. Nous avons une montée du niveau de formation avec une université à Corté qui rayonne dans le monde entier. On a des campus de haute technologie qui eux aussi sont à la pointe
de tout ce qui peut se faire d'intelligent. L'Office des transports est devenu ce que nous savons. On a une ouverture économique fabuleuse. C'est vrai que la première des matières premières, je l'ai entendu d'un entrepreneur il y a quelques années, ça, je n'avais pas tout à fait de suite percuté, mais c'est vrai qu'un coucher de soleil, avec un point de vue magnifique, par exemple à Cap-Roche, c'est une richesse. Et donc ça doit se payer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre du béton sur les calanques de Piane partout pour que tout le monde voit, comme en façade sur les bords de mer, sur la côte belge, que tout le monde voit la mer comme ça. Ça doit rester rare si on veut valoriser les choses. Les Corses, aujourd'hui, pour moi, ils n'ont plus vraiment besoin d'armes. C'est un peu comme dans la chanson... voilà, et on a des ouvriers, on a des artisans d'art, on a des métiers de la Chambre des métiers que j'ai découverts, moi, avec bonheur. On a des nombreux métiers, des gens qui travaillent. On a des intellectuels, on a des ingénieurs qui créent des entreprises à haute valeur ajoutée. On a des juristes, on a des philosophes, on a des artistes, on a des économistes, on a des universitaires. On a des entrepreneurs, on a des institutions qui sont très très dynamiques. Donc la Corse a formidablement progressé de ce point de vue-là par rapport au constat des années 70, 90. Il y a eu un travail qu'il faut saluer parce qu'on ne peut pas dire que tout va mal. Merci beaucoup Jacques-Louis Colombani. On va vous retrouver tout à l'heure après le journal de 8h15. On verra votre sentiment justement à propos de ce statut d'autonomie et de l'exposé des motifs. On sent que vous n'êtes pas très en phase avec tout ça. Donc on va découvrir tout ça tout à l'heure après le journal de 8h15. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons Maître Jacques-Louis Colombani, bonjour. Bonjour Marie. On parle de ce statut d'autonomie, on parle de ce projet, donc un certain nombre de constats qui ont été faits ce matin et puis pas très en phase en fait avec l'exposé des motifs de ce futur projet d'autonomie, de ce futur statut. Pourquoi ? Écoutez, comment dire, c'est pas que je suis pas en phase, j'ai pas à être en phase ou pas en phase d'ailleurs, parce que je suis un citoyen ordinaire, pas un constitutionnaliste, je suis un juriste, j'allais dire, ordinaire. Mais pour moi, enfin, à l'école, comme j'ai appris les choses, à l'université, les mots ont un sens et les bases sur lesquelles on monte un édifice, elles doivent être bien de niveau et bien d'aplomb. On doit s'appuyer sur des notions, des concepts précis, et on doit, quand on modifie la Constitution, donner des prétextes qui s'appuient sur une réalité sociologique pertinente. Voilà, donc, moi, quand je lis que même implicitement, on va donner plus d'autonomie parce qu'on craint des violences après l'assassinat d'Ivan Colonne, je trouve que c'est, allez, à tout le moins maladroit. Parce que... La réponse ne correspond pas à la question. C'est-à-dire une constitution qui doit apparaître qui serait modifiée sous la pression d'une peur, ça serait pas sain pour moi, en fait. Surtout aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes plus, et Dieu merci, dans les niveaux... que l'antagonisme entre la périphérie et le centre ont connu dans ces années 70 et 80. On n'est plus au temps de l'ANC où Pierre Podiol et les autres appelaient à la reconstitution, à la reconnaissance du peuple corse dans la Constitution. On a su créer des façons de communiquer avec l'État. Hein. La Corse, à mon avis, elle mérite mieux qu'une constitution qui serait rédigée sous le coup de l'émotion ou de l'inquiétude sécuritaire. Voilà. C'est bon les tartes à la crème, mais il y a un moment donné, c'est roboratif, quoi. Ça peut couper l'envie de manger du dessert. Hein. Il y a peut-être d'autres prétextes. Et s'agissant d'Ivan Colonne, à moi, la question, elle reste entière. Et puis, c'est pas nouveau que les associations de solidarité appellent au secours
sur les conditions de détention des prisonniers politiques. À l'époque, on disait en danger de mort pour Cédric Courbet, Xavier Tchécal, et on n'oublie pas les grèves de la faim. Et on disait danger de mort. Donc Yvan Colonne, la question essentielle, elle reste entière. Comment un homme détenu, confié, pour exécuter sa peine, dont il a fait appel, dans une prison des plus sécurisées de la République, se retrouve livré à un monsieur qui rendra peut-être des comptes, peut-être pas, au procès que je suivrai avec grande attention. Mais comment il a pu être livré à cet homme dans les conditions où ça s'est passé? Le procès, j'espère, le dira. Et la Corse, elle a besoin de vérité sur ça. Elle a besoin de justice. Enfin, l'opinion a besoin de ça. Mais c'est pas ça qui doit servir de fondement direct ou indirect à la modification de la Constitution. Et c'est ce qui m'interpelle, on va dire, dans la présentation, dans ce que j'ai pu lire sur le sujet, la façon d'amener les choses. Et puis l'autre question qu'on pourrait être amené à se poser aussi, c'est pourquoi Yvan Colonne a été dans cette prison-là, alors qu'il avait tous les droits, toute la justice pour rentrer en Corse. À Borgo. Ah bon. Ah oui, mais moi, là, par contre, je n'ai pas de connexion avec les instances qui décident de ces choses-là. J'ai aucun accès au dossier et aucun moyen de commenter au-delà de ce que les associations de défense réclament depuis qu'elles existent, en fait. C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. C'est compliqué pour les familles, on peut entendre. Déjà, c'est compliqué pour les familles d'étudiants. C'est compliqué pour les jeunes qui ont des parents vieux en Corse de venir à leur chevet, parce que c'est compliqué. Mais alors, vous imaginez, pour des gens qui vivent en détention, enfin, voilà. L'État devrait peut-être ouvrir aussi les yeux. Mais encore une fois, on est loin du débat sur la réforme sur l'autonomie de la Corse. C'est un autre sujet pour moi. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. En même temps, ça a des limites. Merci beaucoup, Jacques-Luc Colombagne. À demain. Bonjour, bienvenue. On parle de cette loi organique du futur statut d'autonomie en compagnie de maître Jacques-Louis Colombagne. Bonjour. Bonjour, Marie. Alors, une délibération de l'Assemblée de Corse du mois de juillet, c'est celle qui va servir de base au débat. Une visite d'Emmanuel Macron également devant cette même Assemblée de Corse. On a balayé le terme de peuple corse. On y a préféré le terme de communauté. Alors, communauté avec plusieurs points en commun. Ce terme de communauté, aujourd'hui, il vous gêne. Pourquoi ? Il ne me gêne pas. Chacun a le droit de revendiquer son appartenance à une communauté. C'est un peu la mode, d'ailleurs, le wokisme. C'est la superposition des communautés. Mais encore une fois, ce que je disais hier, si on doit construire une maison, on doit la construire sur des bases d'équerre et de niveau. C'est l'histoire des trois petits cochons et de la maison en paille, la maison en dur ou la maison bancale. Peuple, nation, ce sont des notions juridiques et politiques. Communauté, en revanche, c'est une notion plus sociologique, qui ressort du registre de la sociologie. On voudrait bâtir une pierre angulaire juridique de portée constitutionnelle en utilisant une terminologie à tout le moins floue, du moins sortie du lexique sociologique. Alors, moi, encore une fois, j'ai un esprit pragmatique. Quitte à ne pas reconnaître ni peuple ni nation, pourquoi employer un terme flou, finalement, qui pourrait installer un trouble, mal comprendre les choses. Comment ? Je veux dire, en étant, allez, pour mettre des guillemets, un peu pour la magagne, affectueusement, on pourrait rêver que nous autres Ajacciens, on rêve de devenir autonomes par rapport à la CTC, après tout. Et puis, comme dans les voyages de Gulliver, de Swift, on se retrouverait avec des micro-communautés dans la micro-communauté, comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres, qui voudraient toutes être autonomes les unes des autres.
Sérieusement, je trouve que envisager une communauté juridiquement définie, ça deviendrait pas très simple en fait. Donc, même si je suis persuadé que l'Ajaxien fait partie au sens large d'une communauté humaine, culturelle, j'allais dire, et linguistique. Hein. C'est comme dans la chanson de Renaud. Hein. Ajaccio possède sa langue et sa culture. Hein. Mais le droit doit rester, à mon avis, précis. Donc, sinon, demain, pourquoi pas la communauté des Parisiens du 14e arrondissement. Donc, quitte à rien reconnaître de nation ou de peuple, autant dire, en raison de son histoire et de ses spécificités, la Corse mérite une décentralisation renforcée. Ça serait sobre, juridiquement clair et probablement aussi efficace. Merci beaucoup Jacques-Louis. On se retrouve tout à l'heure après le journal de 8h15. À tout à l'heure. Invité maître Jacques-Louis Colombani, bonjour. Bonjour Maria. On parle de ce statut d'autonomie. Vous insistez beaucoup sur l'histoire constitutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans le texte, on parle de communauté corse en raison de son histoire, j'ai cru lire. J'ai lu vite fait, hein, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste de la question, je ne suis pas un grand constitutionnaliste, je ne suis pas un théoricien, maître de conf, professeur, etc. Je vois ça comme un citoyen ordinaire. Hein. Qui a déjà beaucoup travaillé sur la question. Qui a un peu travaillé sur la question à une époque. Quand même. Voilà, avec une culture juridique qui est la mienne, qui est un peu une culture classique. Donc quand on dit en raison de son histoire, on va regarder. En fait, on réduit trop, à mon avis, l'histoire de la Corse à la violence contemporaine ou ancienne, la vendette. On aurait même, selon certains médias continentaux, des oiseaux, des mésanges, qui seraient tellement stragnes que de façon endémique, elles se battraient avec leurs congénères, parce que la violence serait vraiment... c'est dans les gènes. Hein. Dans les gènes. On l'a écrit, il y a des gens qui l'ont écrit. Il y a des gens qui l'ont écrit, il y a Manuel Valls qui l'a dit. Voilà, bon, il est... Voilà. Enfin, bref. La Corse, pour moi, possède une profondeur institutionnelle extraordinaire. C'est-à-dire, on a vraiment un vieux peuple, j'ose le mot. Là, j'ai trouvé, pour le coup, dans mes études universitaires, alors, une édition avec privilège du roi de l'histoire de Tacite, qui est un écrivain du temps des Césars, Othon César, qui a écrit donc l'histoire. Le livre s'appelle l'Histoire. Et là, je vois un paragraphe qui s'appelle « Trouble de l'île de Corse ». Le bruit de cette victoire retint les îles de Corse et de Sardaigne au parti d'Othon contre César. Il se trouve là qu'il y a un fonctionnaire, un préfet, qui veut lever des galères dans l'île et avoir des gens à son parti. Et en fait, ce peuple, dit Tacite, qui ne pouvait souffrir les fatigues de la guerre, commença à considérer sa faiblesse et qu'il était éloigné du secours de l'Allemagne, exposé en proie à l'armée navale des ennemis, qui auraient ravagé les côtes des Gaules. Quoiqu'elle eût des troupes pour sa défense, ils conspirèrent contre lui, sans le déclarer d'abord. Et puis, ce qui devait arriver arriva, le préfet, le pauvre, et son administration... Là, c'est Jules César, c'est Othon. Donc, on a une île, on a un territoire, on a une façon de vivre, on a une façon de s'organiser politiquement qui ne date pas de la Ve République. Hein. Depuis Tacite, on sait que l'île a toujours su se défendre, à un moment donné. Elle a toujours été convoitée, à tout le moins. Et surtout, on réduit parfois Paoli, Pasquale Paoli ou Babbo à un symbole identitaire, qu'il fut. Mais pas seulement. Il fut aussi un homme des Lumières. Il fut aussi un constitutionnaliste. Voilà. Il faut relire le magnifique ouvrage
de Philippe Castelin et de Jean-Marie Arrigue, qui s'appelle « Projet de constitution pour la Corse ». Il faut le lire. Ceux qui a des étudiants en droit qui s'intéressent à l'histoire constitutionnelle de la Corse, pour comprendre le bouillonnement de l'époque et le talent des juristes insulaires et des correspondances entre Jean-Jacques Rousseau et Boutafaux. Il faut se rappeler que Paoli, c'était aussi un organisateur politique qui a fait des choix à un moment. Et puis, on en a déjà parlé, Marie, ensemble, le général en chef qui commandait la garde nationale révolutionnaire pendant un temps en Corse. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des faits, on ne peut pas revenir dessus. La France de la monarchie absolue, à un moment donné, elle a été combattue, y compris par des Corses, à la différence de certaines régions dans lesquelles on est peu attaché aux fruits de la Révolution française. Et puis on oublie les conventionnels, Corse, Salice, Tiap, qui sont montés et qui ont participé à l'acte de naissance de la France moderne contre l'absolutisme. Il ne faut pas oublier ça. Donc, de mon point de vue de juriste, la Corse n'est pas extérieure à l'histoire républicaine française. Je ne parle pas, encore une fois, des gens qui sont allés s'exposer sur des théâtres divers et variés pour Marianne. La Corse fait partie de l'histoire républicaine, constitutionnelle française. Fait partie de ce processus de décentralisation que l'on réclame depuis qu'on a une voix pour être représenté politiquement. Voilà. Donc, aligner son statut sur des territoires, encore une fois, ce que je disais l'autre jour, dont l'histoire est authentiquement coloniale. Avant le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, c'était une colonie. C'était écrit juridiquement dans le statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc, nous aligner sur des gens dont l'histoire, dont le trajet est si peu associé à la construction d'une république affranchie de la monarchie absolue, je trouve que ce serait une forme de régression de ce que Rousseau appelait l'esprit des lois, ou Montesquieu, où ces gens éclairés des Lumières, qui est cette lumière qui vient inspirer. La lettre serait morte si elle n'était pas vivifiée par l'esprit. C'est ce que disait mon maître à la faculté. Depuis l'esprit des lois, tous les juristes, tous les penseurs, tous les philosophes de la démocratie qui veuillent passer par une monarchie constitutionnelle ou par une république sans référence divine au-dessus d'eux, tout cela ont été baignés dans la même lumière de l'égalité des chances, de l'élévation des citoyens par l'école, par le travail, par la liberté des choix, le respect des autres et de soi-même. Et ça, je crois que la Corse a envoyé des gens à toutes les époques pour s'associer à un moment donné ponctuellement à ce projet-là. Allez, peut-être je vais être encore un petit peu chafouin, mais on devrait penser à donner l'indépendance à ceux qui veulent retourner à l'absolutisme. On verra ça demain. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Maître Jacques-Louis Colombani. Bonjour. Bonjour Maria. On parle de ce statut d'autonomie, on parle des différentes évolutions, on parle de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, on parle de ce qui s'est passé également. Le vrai danger aujourd'hui pour vous, c'est quoi? C'est plus la violence politique? Moi, j'ai pas oublié les images de la visite du président de la République avec sa garde rapprochée, fouiller les élus locaux, qui sont des élus de la République, de fait. C'est de la violence aussi? Je ne vais pas rentrer dans une qualification, un débat, etc. Je constate les faits, ils sont là. Et je sais que dans les gens qui participaient à ces fouilles, l'histoire a montré que voilà, ils avaient des comptes eux aussi à rendre. À un moment, je veux dire, on est tous... on est dans un monde qui est assez équilibré. Voilà. Mais on a maintenu le dialogue. Et le gouvernement a eu cette intelligence de maintenir le dialogue aussi, quelque part, en même temps.
Et la Corse a maintenu le dialogue avec l'estomac d'un très vieux peuple, encore une fois, habitué à discuter avec les Césars. Ou les Jupiters. Le danger principal, pour moi, il est toujours peu ou prou, constamment, à travers ce que j'ai pu lire, lié au foncier. Il y avait une très belle encyclopédie à l'époque, je ne sais pas si vous avez en référence, ça s'appelait Stampa Nostra. C'est l'histoire de plusieurs siècles de la Corse à travers la presse écrite. Une espèce d'encyclopédie, là. Il faut lire les articles, les faits divers, etc., etc. Toujours des sorties d'indivision. Toujours des choses plus ou moins liées au foncier. Et là, je pense que le débat actuel autour du projet, il me paraît parfois passer à côté de l'essentiel. On parle beaucoup d'autonomie symbolique, mais à mon avis, on ne parle pas assez de spéculation. On ne parle pas assez de résidence secondaire. On ne parle pas assez de questions de transmission familiale. On ne parle pas assez d'indivision. Et d'éviction des habitants dont parfois les parents sont enterrés sur les terres familiales. De jeunes insulaires ou d'enfants insulaires ou de vieux qui veulent rentrer à la retraite, qui veulent comme hier rentrer chez eux, soit pour vivre, soit pour fonder un foyer, soit pour vieillir. Le statut Millau, à cet égard-là, il avait une fonction, une vertu, une vocation de prévenir la violence, même si ce n'était pas suffisant, clairement. Mais dans l'exposé des motifs de l'époque, il était déjà question d'évincer certaines violences sociales qui étaient liées aux successions et aux indivisions. Je ne sais pas si vous avez vu le magnifique reportage sur le Canitch de Paul Philippi. Je vous conseille ce reportage qui montre le rapport particulier que nous avons avec les morts. Ils avaient observé, à l'époque de l'écriture des arrêtés Millau, que c'était compliqué de forcer des indivisions lorsqu'il y avait des terres comme ça qui étaient prises en otage par des tensions à l'intérieur des familles. Voilà. Je trouve que les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Dans 2 ans, les arrêtés Millau, c'est fini. On doit le dire. Et on le dit d'ailleurs. Mais est-ce qu'on nous écoute ? Est-ce qu'on écoute les gens qui le disent ? Voilà. Parce que moi, mis à part l'honneur et le plaisir et la joie que j'ai d'être à votre micro, je ne sais pas si on m'écoute. Mais dans une île où on peut se brouiller avec son intimité la plus forte, la plus chère, juste pour une histoire de mots mal retranscrits, mal écrits, d'intentions mal interprétées sur un journal à propos d'un... Voilà. Il faut faire attention aux conséquences humaines de la disparition progressive annoncée. Maintenant, on voit l'échéance des arrêtés Millau. Peut-être que le gouvernement ferait mieux de se préoccuper de la violence foncière ou pour la prévenir, que de chercher des prétextes historiques maladroits pour justifier leur je ne vais pas dire bricolage, mais leur texte de réforme constitutionnelle. Merci beaucoup Jacques-Louis Colombagne. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Maître Jacques-Louis Colombagne. Bonjour. Bonjour Maria. Alors, on parlait ce matin du foncier. Forcément, on va parler du statut de résident. Il ne sera pas dans cette constitution. C'est une des lignes rouges du gouvernement qui lui préfère le statut de résidence. Enfin, on discute là-dessus. Vous, votre opinion, c'est d'aller plus loin, de dépasser un peu tout ça, d'avoir une vision plus politique, plus philosophique de tout ça. Je crois qu'on en a déjà parlé. Je ne sais plus quand, mais on en a parlé dans une de vos émissions. Je suis convaincu
qu'on ne cesse pas d'être chinois si on habite aux États-Unis. Je suis convaincu qu'on ne cesse pas d'être corse si on habite à Garches-les-Gonesse ou à Abidjan. Je suis convaincu que être corse, c'est aussi habiter en Corse, avoir des intérêts en Corse, avoir sa banque en Corse, son assurance sociale, sa maison, sa résidence, ses activités, ses centres d'intérêt politiques, sociaux, culturels, familiaux. Oui, mais on ne peut pas, sans risquer ce que voulait un président italien de la Seconde Guerre mondiale, un leader italien de la Seconde Guerre mondiale, la cage sans les oiseaux. C'est le péril contre lequel nous résistons en permanence. Donc, réduire la communauté, le mot est important là pour le coup, à ceux qui résident en Corse, ça me paraît receler quand même un écueil dont on peut discuter, c'est sur la table. Sachant qu'en plus, on vient aujourd'hui, avec les débats récents que j'ai vus sur Scuola Corse, questionner l'enseignement de la langue corse en Corse. Moi, je retrouve une délibération là, des années, fin des années 80, le 13 novembre 89 exactement, Consiglio di Agricoltura e dell'Educazione e dell'Ambiente, le Conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie a adopté le 13 novembre 89 à Ajaccio, à l'unanimité des membres présents et représentés en plénière, le texte sur la co-officialité est préparé par le groupe Lingua. 1. La langue française est la langue officielle commune à l'ensemble des régions. 2. La langue corse est elle aussi officielle sur son territoire, l'île de Corse. Magnifique. 3. Chaque citoyen utilise à sa convenance dans tous les domaines l'une ou l'autre langue. 4. L'autorité publique doit garantir l'emploi courant et officiel des deux langues en créant les conditions nécessaires pour aboutir progressivement à une réelle co-officialité. De quoi on parle ? Le statut de résident, moi je veux bien, mais... Comme le statut de co-officialité de la langue, qui est une ligne rouge également de Paris. Hein. Non, mais c'est ça. Mais c'est forcément lié, puisqu'il y a un territoire, il y a forcément une langue et il y a une histoire. Donc bon. Moi je pense aux enfants de Corse qui vivent à l'extérieur. Je pense à l'accueil qui était fait aux enfants de Corse qui vivaient à l'extérieur dans les années 70, dans les années 80, les années du Riacuiste, qui ne doivent pas devenir aujourd'hui les années de la cuiste. On doit continuer ce mouvement entre les gens qui vont et qui viennent. Comme l'île est un poumon, on va dire, avec des gens qui partent, des gens qui reviennent, des gens qui se posent. L'île est une communauté qui ne doit pas devenir une réserve d'Indiens. C'est pour prendre une image un peu triviale. Donc, encore une fois, quitte à ne rien reconnaître, autant faciliter la vie, comme c'est demandé par beaucoup de porte-parole de la Corse, à ceux qui vivent à l'extérieur et à leurs enfants qui veulent rentrer travailler chez eux de façon complètement légitime, après s'être formés à l'extérieur ou qui veulent partir après s'être formés en Corse, parce qu'il commence à y avoir des jeunes sacrément bien formés. Enfin, il y a des jeunes sacrément bien formés qui sont l'avenir finalement. C'est eux l'avenir, pas nous. Merci beaucoup Jacques-Louis Colombani. À demain. Bonjour, bienvenue Jacques-Louis Colombani est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. Maître Jacques-Louis Colombani, avocat, on décrypte un petit peu ce futur statut de la Corse et cette possible révision constitutionnelle. Alors pour vous, en avant-guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous la connaissez l'histoire qui se termine et si on la gagne la guerre ? Vous savez ? La Corse qui décide de déclarer la guerre aux États-Unis pour sortir de la crise. Oui. La chute, hein, et si on la gagne, la guerre. Yeah. Mais pour moi,
plutôt qu'un grand récit institutionnel qui flatte l'histoire, qui flatte, voilà, qui ressemble plus à des images entre guillemets d'Épinal ou de Mérimée qu'autre chose. La Corse, de mon point de vue, de façon concrète et pragmatique, elle aurait surtout besoin d'une meilleure maîtrise du foncier. Moi, j'ai vu des textes sur les clauses antispéculatives là, de la CTC qui sont des merveilles d'intelligence. On aurait besoin de limiter peut-être certaines logiques qui seraient par trop spéculatives. On aurait besoin de protéger l'accès au logement des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, des habitants, de ceux dont on parlait un peu plus avant, qui veulent rentrer chez eux pour des raisons d'études ou pour des raisons de vie, tout simplement. Et puis d'obtenir peut-être un petit peu plus de liberté administrative. Pourquoi, quitte à pas reconnaître encore une fois une nation ou un peuple, mais dire qu'en raison de son histoire, la Corse mérite un petit peu plus de décentralisation, au point où on en est arrivé, où on est arrivé aujourd'hui, pourquoi ne pas simplement moduler davantage les pouvoirs du gouvernement central au travers de son représentant et arriver à quelque chose qui ressemblerait vraiment à un parlement dans l'île. Là, on aurait avancé, l'honneur serait sauf pour chacun, on n'aurait pas employé des notions floues, mais on aurait limité les pouvoirs de l'État central en faisant émerger une assemblée, avec des vrais pouvoirs d'une assemblée, et on aurait mis un pas un petit peu plus loin dans la modernité et dans la décentralisation, dans la gestion des rapports entre l'État central et la périphérie, dont il était question dans mon travail il y a longtemps maintenant. Le vrai sujet aujourd'hui, pour moi, c'est pas de savoir si la Corse est une communauté abstraite. J'entends des voix éparses, d'ailleurs, critiquer ce concept, et je les rejoins, même si je ne partage pas les idées de fond et les combats, c'est autre chose. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est est-ce que les Corses pourront encore vivre chez eux demain, et quelle place on fait pour les jeunes, les retours de ceux de l'extérieur, comment on aide ceux qui veulent créer des entreprises ou bien être employés chez eux à revenir et à habiter. C'est ça, pour moi, la vraie question aujourd'hui qui se pose. Et si on veut modifier le statut de la Corse, qui a déjà fort évolué, eh bien, il faut reconnaître aux Corses qu'ils font partie d'un groupe cohérent sur le plan historique, linguistique et territorial, qu'ils en viennent et qu'ils s'en vont de leur terre d'émigration, qui peuvent retourner chez eux comme ils veulent, quand ils veulent, parler leur langue si ça leur chante, pourvu qu'ils respectent un certain nombre de choses régaliennes. Et aujourd'hui, se dire comment on les préserve en tant qu'entité, sans la nommer, comme ça on vexe personne, en disant que chez eux, sur leur territoire, eh bien, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à une assemblée, avec des pouvoirs modulés de l'État central, et un regard particulier sur l'accès au foncier qui va nécessairement poser des difficultés lorsque les arrêtés MIO ne feront plus leur effet. Et je pense que ce texte de l'Assemblée sur les clauses antispéculatives et l'accès au foncier, c'est une clé. Merci beaucoup Jacques-Louis Colombagne. On se retrouve tout à l'heure après le journal de 8h15 pour la dernière partie de cette semaine d'émission. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons maître Jacques-Louis Colombagne pour le dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour. Bonjour Maria, ça passe vite. Ça passe vite, ça passe très très vite, ça défile. On parlait de ce statut avec différents arguments. En fait, ce statut pour vous, il faudrait qu'il soit quoi philosophique, politique et pragmatique à la fois
je repense toujours à Jean-Louis Andréane dans un article du Monde qui s'appelait « La place de la Corse dans la République », qui disait « Paoli l'autonomiste, Bonaparte le jacobin s'affrontent depuis 200 ans. » Il parlait déjà, il questionnait ce que vous mettez là en question. Bon, je ne vais pas refaire. Sans surgir Nessie, le serpent de mer, le monstre du Loch Ness, contre la dimension nationale d'un côté, pour l'autonomie administrative de l'autre, pour l'absorption des rapatriés qui sont venus chez nous, et puis pas que des rapatriés. Hein. J'avais au lycée un professeur de Corse dont je me souviens avec tendresse quand j'ai passé mon examen de Corse au baccalauréat, parce qu'on était les premières promos qui passaient le Corse au baccalauréat. Ma detto vabbè, tu l'hai touillé. Bon, capisci il corso è l'abbiamo mica imparato a scuola, l'abbiamo imparato in casa. In Afrique, mais en casa. Ce professeur de Corse, quand on le regardait facialement, on aurait pu louper le fait qu'il était corse, parce qu'il y a des Corses qui... Le Corse, il ne se voit pas à la couleur de ses yeux. C'est un instinct, quelque chose qui fait qu'on est corse, même si on est loin. Alors, philosophique, politique... je pense que la Constitution, je pense que le statut de la CTC, je pense que le statut des maires, des conseillers et toute la pyramide des représentations dont est issue sauf à perdre la boussole. Si le droit perd la boussole, si la Constitution perd la boussole, si on mélange tout... effectivement, on parle de voilà, on casse son train électrique et puis on s'assoit au milieu et on pleure comme un gamin, mais c'est pas le sujet. Si on veut être raisonnable et faire quelque chose de solide, ce qui a été le cas de toutes les couches d'hommes politiques depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des choses, encore une fois, cohérentes. Donc, oui, un statut qui ne nie pas la philosophie. Alors chacun choisira son camp, entre les jacobins et les bonapartistes. Moi, c'est pas mon sujet. Ce qu'il faut, c'est essayer de construire ensemble des choses qui soient cohérentes pour arriver à une gestion équilibrée et produire de la richesse, permettre aux gens de s'élever. Et ça devient de la philosophie. Mais je pense qu'il faut commencer par employer les bons mots et prendre les bons prétextes pour faire de bonnes choses, c'est bien penser, bien dire et bien agir. Voilà. Merci beaucoup Jacques-Louis Colombani d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On a bien compris que vous suivrez avec intérêt ce qui va se passer à l'Assemblée nationale donc, sur cette discussion autour du statut d'autonomie. Puis il y aura le procès d'Yvan Colonna qui arrivera également. À très bientôt. À bientôt et merci.